messieurs, bonsoir. Merci de préférer Eden TV pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce matin une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés dans son cabinet. Vous suivrez le compte-rendu dans ce journal. À l'occasion de la célébration du 15 août et du pèlerinage marial à Dassazoumé, vous suivrez dans cette édition les explications du préfet des Collines à propos des dispositions sécuritaires et sanitaires mises en place. Aux États-Unis, le taux de contamination en forte augmentation en raison de la propagation du variant Delta. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Une fois encore, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce matin une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés dans son cabinet. Conduite par le nouveau président de l'Ordre, la délégation est allée présenter au professeur Joseph Fifame Djogwinou le cahier de charge du nouveau bureau de l'Ordre et demander par la même occasion ses conseils. Serge Armand Kodo, nouveau président de l'Ordre, nous livre ici la substance de ces échanges avec le président de la Cour constitutionnelle. Il est au micro de Samson Oke et Romaric de Vauchy. En venant, c'était pour lui présenter le nouveau bureau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés. Nous avons été élus et nous avons pris service il y a seulement deux semaines jour pour jour. Donc lui présenter ce nouveau bureau. Ensuite, lui demander des conseils pour pouvoir bien mener la tâche qui nous a été confiée par nos confrères et nos consoeurs. Mais ensuite, lui présenter un certain nombre d'actions prioritaires sur lesquelles son appui, ses conseils ont été demandés. Notamment la relecture de nos tests fondamentaux. Vous savez, l'environnement a beaucoup évolué et aujourd'hui, nos tests ne cadrent plus avec cet environnement. Il y a donc un travail législatif à faire pour faire toiletter ces tests. Il nous a donné les conseils nécessaires et il nous a donné la démarche à suivre pour aboutir à la réalisation de ce gros chantier qui constitue par ailleurs le premier des chantiers de notre programme d'action. Vous le savez, le 15 août, c'est dimanche, c'est l'Assomption et la fête des Ignames. C'est l'occasion pour les fidèles catholiques d'effectuer le pèlerinage à Dassazoumé. Le préfet des Collines, à la sortie d'audience hier à la Cour constitutionnelle, a expliqué aux hommes des médias les dispositions sécuritaires et sanitaires mises en place dans le cadre de l'organisation de la fête du 15 août à Savalou et du pèlerinage marial à Dassazoumé. Suivez ces explications. Vous parlez des questions qui touchent les autres secteurs de développement, à savoir les questions de l'éducation, les différents résultats enregistrés au niveau du département. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit au BPC, au BAC, les résultats ne sont pas encourageants en ce qui concerne le département. Et la question du cadre de vie. Dans ce mois d'août, là, il y a deux activités majeures. La première, c'est la fête du 15 août à Savalou, et puis la grotte Marianne à Dassa. Et nous avons déjà tenu des séances avec la mairie de Savalou, qui a eu quand même l'idée de mettre sur pied un comité pour recenser tout ce qu'il y a comme manifestation et activités à faire. Et c'est ce comité-là qui a validé certaines activités et a rejeté d'autres. Et nous, à notre niveau, on a mis l'accent sur deux choses. Le plan sécuritaire et le plan sanitaire. Et donc, tout le protocole, toutes les mesures barrières doivent être observées. À une première séance, le point qui nous a été fait n'était pas du tout reluisant. On a renvoyé alors les organisateurs à aller prendre les mesures pour respecter convenablement les mesures barrières. Et donc, il y a une deuxième séance de travail qui a été tenue. Et à cette séance, on a senti qu'il y a d'amélioration. De nouvelles recommandations ont été formulées afin de renvoyer, n'est-ce pas, l'équipe à se conformer. Et hier, l'équipe s'est déplacée, le comité plus le maire et son staff se sont déplacés vers la préfecture. On a fait le point avec le directeur départemental de la santé,
le secrétaire général du département, les chargés de mission et autres, et le DDPR, et on a constaté qu'il y a un plan de sécurisation. Il y a également les mesures barrières qui sont, les précautions sont prises pour que le jour J, comment dit-on, ces mesures-là soient respectées. Donc, je peux vous dire que ils ont quand même suivi les recommandations et aujourd'hui nous sommes à une étape où la fête va se passer, mais dans la sobriété. Il n'y aura pas, on a tout fait pour pouvoir maîtriser quand même les effectifs et faire en sorte que sur 20 ou 22 activités proposées, nous n'avons retenu que 8 sur des sites donnés avec des horaires précis. On sait que telle activité retenue commence à telle heure et doit finir à telle heure. Donc, juste pour pouvoir maîtriser les attroupements. Donc, voilà ce qui est en train d'être fait. Et aussi au niveau de DASA, le même travail s'observe. Et puis, je crois que d'ici la semaine prochaine, on va faire une deuxième séance avec les responsables du pèlerinage et la mairie pour pouvoir imposer ou bien orienter les gens à respecter ce qui est indiqué par le gouvernement en ce qui concerne les mesures barrières. Autre information dans ce journal, le 20 août de chaque année, il est célébré la journée mondiale du moustique en prélude à l'édition 2021 de cette célébration. L'USAID a initié une visite à l'honneur des hommes des médias au centre de recherche entomologique de Cotonou pour permettre donc de mieux comprendre l'engagement des États-Unis aux côtés du Bénin pour l'éradication du paludisme. Frédéric Espoir-Roumambou, Denis Maroya pour le compte-rendu. Accueillie au centre de recherche entomologique de Cotonou, la délégation a eu droit à une présentation des activités menées par le centre avec le soutien de l'USAID. Une présentation du professeur Martin Akogbeto. C'est la surveillance entomologique du paludisme dans tous les départements. La deuxième activité, c'est une étude de l'impact de la pulvérisation intradomiciliaire mise en œuvre par le PNLP. La troisième activité, c'est le suivi de la durabilité et de l'efficacité des moustiquaires imprégnés que distribue tous les 3 ans par le programme national de lutte contre le paludisme. À ces activités, il faut ajouter le suivi de la résistance des moustiques aux insecticides, mais aussi l'étude socio-anthropologique sur les habitudes de couchage en rapport avec les outils de lutte contre le paludisme. Des études qui mettent le doigt sur un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est le taux, c'est lié au taux d'utilisation qui est faible dans certaines communes, surtout s'il fait chaud. Un autre défi, c'est la durabilité. Une moustiquaire dure combien de temps dans nos maisons? Au-delà de la présentation, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'insectarium au laboratoire de biologie moléculaire en passant par le local de réalisation des tests de sensibilité des moustiques aux insecticides, celui des tests d'efficacité des moustiquaires imprégnés et j'en passe. Et comme pour conclure, le docteur Gilles Padonou, directeur du centre, tiendra ce langage. Des efforts doivent alors être faits pour continuer les réalisations et les œuvres entamées jusqu'ici et il faudrait de l'innovation pour aborder les problèmes pour lesquels nous n'avons pas jusqu'ici trouvé de solutions adéquates. Heureux sommes-nous donc de vous accueillir pour poursuivre notre engagement à contribuer à alléger le fardeau énorme du paludisme au Bénin. Rappelons que la délégation a été conduite par Keisha Effiom, représentante résidente par intérim de l'USAID, et Donald Dickerson du US President's Malaria Initiative, un programme qui a investi plus de 9 milliards de francs CFA pour la lutte contre le paludisme juste pour l'année 2020 au Bénin.
Les membres du gouvernement et leurs chefs sont officiellement en vacances depuis quelques jours. Cela n'est cependant pas synonyme de paralysie de l'appareil d'État, précise Wilfried Liangongbedi, porte-parole du gouvernement. Selon ce dernier, toutes les dispositions ont été prises pour le bon fonctionnement de l'administration béninoise en absence du chef de l'État. Suivons ici un extrait de ses propos lors de sa dernière sortie face aux médias. Je n'ose pas penser que vous espérez que ceux qui sont au gouvernement n'auraient jamais besoin de repos. Et vous ne pensez pas non plus que l'administration sans eux n'existerait pas. L'administration tourne. Ils ont les congés depuis lundi, comme vous l'avez évoqué. Et en principe, le gouvernement reprend le 23. Le 23. Le 23, cette semaine-là, il n'y aura pas conseil des ministres, mais la semaine d'après, le temps pour ceux qui sont allés en congé est revenu de prendre leur marque, de rentrer à nouveau dans leur dossier, et puis le premier conseil des ministres aura lieu le mercredi 1er septembre. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de se déplacer ou non? Le choix est ouvert. Ceux qui veulent se déplacent. Mais je peux vous dire ici que j'ai parlé avec un certain nombre de ministres qui passent bien leurs vacances dans le pays, aller découvrir tel coin ou tel autre, qu'ils ont vu il y a longtemps ou dont ils ont entendu parler et qu'ils aimeraient bien aller découvrir. Donc la plupart d'entre eux sont sur le terrain et la vacance aussi est organisée. Vous savez que le chef de l'État il est en déplacement et quand le chef de l'État n'est pas là, il prend un décret pour dire qui assure son intérim pendant qu'il n'est pas là. Je parle bien d'intérim et pas de vacances plutôt. Donc il n'y a pas de souci à se faire. L'administration tourne, le pays tourne et c'est tant mieux parce que nous bâtissons de plus en plus un État moderne. Parlons à présent du pont de Fifadji qui, depuis sa livraison, nécessite pour la 4e fois des travaux de réfection. Que pense alors la population de cette situation? Certains déplorent la qualité de l'ouvrage. Suivons à présent le reportage de MB Juste d'Efodji, Aristide Setti et Jean-Baptiste Bocon. Les populations de Cotonou n'ont plus accès au pont de Fifadji, du moins pour ce week-end. Fermé pour les travaux d'entretien par la mairie de Cotonou, ce pont, inauguré le 3 juillet 2015, se retrouve une fois encore avec quelques fissures et des affaissements par endroits. Si pour les autorités communales, il n'y a pas encore péril en la demeure, les populations par contre s'en désolent. L'état du pont, principalement, c'est dû à une mauvaise construction depuis la base. Ils ont déjà réparé ça, disons, 3 à 4 fois, mais ça reprend toujours. L'état du pont de Fifadji est un peu dégradé selon moi, puisque voir les fichus du pont, surtout au niveau du goudron, et on voit qu'il y a un débordement du pavé au niveau du goudron. Quitter Sintrita, aller à Fifadji, arriver à cet endroit, les véhicules ont du mal à monter, tout ça là. Mais nous sommes heureux de la construction du pont, mais il y a trop d'accidents à cause de son état de dégradation. Régulièrement, des véhicules quittent leur trajectoire pour être des cyclistes ou des piétons. Cet état du pont de Fifadji n'est pas le seul élément que dénoncent les usagers. Ils évoquent des cas réguliers de braquage pour défaut d'éclairage sur le pont. Aucun lampadaire ne fonctionne réellement sur le pont et cela crée énormément d'insécurité pour les usagers. Que les autorités pensent à des solutions modernes et durables. Une énième réflexion de cette infrastructure qui pose l'éternel problème de la qualité des infrastructures publiques au Bénin. Hors de nos frontières, le Maroc et l'Israël renforcent leur coopération bilatérale. Après avoir normalisé l'année dernière leurs relations, les deux pays ont convenu d'ouvrir dans les prochains mois des ambassades. La visite à Rabat du chef de la diplomatie israélienne est un véritable succès pour Tel Aviv. Suivez le reportage. C'était une visite historique pour le Maroc et un pas de plus dans la normalisation des relations avec les pays arabes pour Israël. Un marathon diplomatique de 2 jours pour Yair Lapid et son homologue marocain Nasser Bourita. Au terme de sa première visite dans le royaume, le chef de la diplomatie israélienne a
a annoncé l'ouverture dans quelques mois des ambassades marocaines et israéliennes à Rabat et Jérusalem. 2 jours consacrés à consolider les relations entre les deux pays, la signature d'accords portant sur la consultation politique, la culture, l'aviation, mais également des discussions sur des sujets plus sensibles comme le conflit israélo-palestinien et le rôle joué par l'Algérie dans la région. Écoutez. Aucun contrat d'armement n'a été discuté lors de cette visite. C'est une visite qui avait un but, à savoir les accords commerciaux et l'ouverture des nouveaux bureaux. Bien sûr, nous allons coopérer. Je pense que nous partageons certaines inquiétudes quant au rôle que joue l'Algérie dans la région, le fait qu'il se rapproche en ce moment de l'Iran et mène également une campagne contre l'admission d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. Alors que les Palestiniens ont dénoncé une trahison de la part du royaume chérifien, les États-Unis, eux, ont félicité le Maroc et Israël pour la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat. Avec ces accords, le Maroc devient le 4e pays arabe après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et Soudan à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des États-Unis en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Yair Lapid a remis une invitation au roi du Maroc pour se rendre en Israël avant de déclarer en conférence de presse que d'autres pays arabes suivraient cette voie en annonçant l'ouverture prochaine d'une ambassade d'Israël au Bahreïn. Aux États-Unis, le taux de contamination en forte augmentation en raison de la propagation du variant Delta. Conséquence, les autorités sanitaires ont annoncé vouloir lancer la campagne vaccinale de rappel. Une 3e dose de sérum anti-Covid sera bientôt proposée aux personnes dont le système immunitaire est affaibli afin de renforcer leur protection contre la maladie. Plusieurs États et entreprises ont décidé ces derniers jours de la rendre obligatoire pour les salariés. Le fait que la vaccination obligatoire gagne du terrain aux États-Unis, c'est quelque chose dont se félicitent les autorités sanitaires américaines qui ont tenu un point presse ce jeudi. Elles se félicitent que les employés fédéraux, de plus en plus d'universités ou d'entreprises privées aient décidé d'imposer la vaccination à leurs employés ou à leurs étudiants. Et il y a même des États qui vont encore plus loin pour montrer l'exemple, disent-ils. C'est le cas de l'État de Californie qui a pris une nouvelle mesure. Écoutez. L'État de Californie, toujours dans l'idée de montrer l'exemple, a également affirmé que nous devions faire plus et faire mieux en devenant le premier État du pays à exiger un passeport vaccinal, ou au moins d'exiger un test PCR. Nous adaptons donc notre stratégie aujourd'hui pour l'aligner sur celle de l'État et ainsi devenir le premier État du pays à exiger que tout notre personnel, pas seulement les enseignants, le personnel accrédité, les para-éducateurs, le personnel d'entretien, les chauffeurs de bus, les gens qui sont essentiels pour soutenir l'ensemble de l'écosystème scolaire, se soumettent également à une vérification de la vaccination et ou se soumettent à des tests hebdomadaires. Une mesure accueillie favorablement par le plus grand syndicat de professeurs ici aux États-Unis qui souhaiterait l'étendre à l'ensemble du territoire américain. Pour le moment, aucune décision en ce sens n'a été prise par le gouvernement qui, vous le savez, veut laisser la liberté aux différentes localités de décider justement sur ces sujets. On a également appris qu'il n'y aurait pas de collecte de données à l'échelle fédérale, en tout cas pas de QR code à la française pour le moment aux États-Unis. Liberté est donnée là encore aux différentes entités pour recueillir ces preuves de vaccination. Et liberté est donc donnée aux États d'imposer ou non des restrictions et on assiste en réalité à des batailles entre les États démocrates et des États républicains. 2 États républicains sont notamment dans le viseur des autorités américaines. Il s'agit du Texas et de la Floride où 40% des hospitalisations du pays sont concentrées selon les autorités sanitaires américaines. 40% des hospitalisations sur l'ensemble du territoire au sein de ces 2 États gouvernés donc par 2 gouverneurs républicains qui s'opposent aux mesures de restriction. Par exemple, au Texas, le gouverneur a annoncé qu'il lancerait des poursuites contre tous ceux qui décident d'imposer le port du masque au sein de l'État. Et puis en Floride, là encore, le gouverneur a décidé
qu'il pourrait y avoir des retenues sur salaire pour les dirigeants des établissements scolaires qui imposeraient le port du masque aux élèves. On assiste donc ces derniers jours à un bras de fer entre des élus républicains et le président américain Joe Biden. On a même assisté à quelques passes d'armes entre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et le président Joe Biden par médias interposés. Et cette fracture politique autour de la lutte contre la pandémie de Covid-19 n'est pas nouvelle en réalité, puisque déjà l'an passé, lorsque Donald Trump était le président des États-Unis, il y avait déjà des débats, puisque des démocrates, dont Joe Biden et Kamala Harris, s'étaient par exemple montrés sceptiques quant à la possibilité et la faisabilité pour Donald Trump de proposer un vaccin à la population américaine. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.